Bonjour à tous, c'est Antoine. Bienvenue sur cette 4e vidéo déjà d'une série où l'on construit un site web ensemble pas à pas avec Frappé Builder. La fois dernière, on avait vu comment mettre du contenu dynamique récupéré depuis le back-office. Aujourd'hui, on rend nos pages plus interactives en injectant du CSS et du JavaScript. C'est parti. Alors, on en était resté ici la fois dernière avec nos parties statiques, hero, description et puis en fait les couteaux récupérés depuis le back-office. Maintenant, la page, elle commence à prendre vraiment forme. Le souci, c'est qu'il n'y a aucune interaction. C'est-à-dire que, par exemple, si je la publie en l'état, on voit voilà, la section les liens à propos, couteaux régionaux, tout ça, il me mène nulle part. Il n'y a pas d'animation, les boutons de filtre ne fonctionnent pas, etc. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va mettre en place sur la navbar les petits soulignages qui sont assez sympas, les liens. Quand je clique sur une section, ça me ramène dans la section appropriée et puis il y a une petite couleur d'arrière-plan qui se met ici pour garder la navbar visible. Ça, on va le faire. Enfin, on fera les boutons de filtre et puis on fera les petites étiquettes qui apparaissent quand on met la souris dessus. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser à la navbar. Ici, j'ai tous mes blocs de texte. CTRL Z, j'ai dû faire une fausse manip. Voilà, mes blocs de texte. Je vais les convertir en liens d'abord. Clic droit, link. Moi, j'ai déjà fait. On voit qu'ici, ils sont en lien. J'ai un peu triché. Mais voilà, clic droit, link. Premier élément. Deuxième élément, on leur attribue une propriété. Voilà, ici, link to. Pareil, j'ai un peu triché, je l'ai déjà fait. Moi, j'ai mis hashtag home. Pourquoi hashtag? Parce que je veux lier ça à une section sur ma page actuelle. Sinon, vous pouvez mettre une URL absolue, donc pour mener vers un autre site, ou alors une URL relative qui mène vers votre site actuel. Le hashtag sert à donc pointer vers une section de cette page-là. Donc, je les ai toutes nommées à propos création, régionaux, table, stage, mention légale. Maintenant, je vais attribuer à chaque section un identifiant HTML, un attribut HTML qui est l'identifiant ID. Donc, ma section hero, je vais l'appeler home. Ça, c'est l'identifiant qui doit correspondre au lien que j'ai mis, évidemment, dans mon menu. À propos, ça va être ID. À propos. Voilà. Ensuite, ID, création. Sans accent. ID, régionaux. ID, table. Stage. Enfin, légal. Et on va publier. Donc, alors ça fonctionne. Si je clique, chaque bouton me renvoie vers la régionaux, couteau de table, stage, mention légale, accueil. Et bien ça fonctionne. Maintenant, on voit que c'est un peu abrupt, il n'y a aucune transition. Quand je clique sur propos, ça me téléporte ici. C'est pas hyper agréable. Donc pour ça, on va commencer à mettre nos premières propriétés. Et on va mettre un peu de CSS global. Alors, le CSS et le JavaScript, vous le mettez à 2 niveaux, soit au global, soit au niveau de la page. Au global, c'est ici dans les propriétés, en haut à droite, Settings, Code. Et ici, vous pouvez mettre Client Script, c'est le JavaScript qui s'applique à toutes les pages de votre site. Et ici, le style qui s'applique à toutes les pages de mon site. Donc, pour avoir une transition un peu plus douce et améliorer un peu ça, je vais mettre 2 propriétés. D'abord, je vais définir dans CSS sur mon HTML une propriété Scroll Behavior Smooth et Overflow Scroll Up. Donc par défaut, Overflow Scroll, c'est aussi pour que si un conteneur dépasse de son contenant, ça me permet de le cropper et de ne pas avoir les petites barres d'ascenseur. Enfin, c'est un truc que je mets souvent par défaut. Et puis, je vais faire un autre truc, Body Scroll Snap Type Why Mandatory. Ça veut dire que si vous scrollez sur une section et que vous tombez pas pile poil dessus,
vous êtes un petit peu à côté, ça vient réajuster la fenêtre dessus. Bon, vous allez voir si on voit le truc, mais c'est pareil, moi j'aime bien mettre ça, je trouve ça plus agréable pour naviguer. Donc je mets les propriétés, je les hop, je ferme, ensuite je peux publier. Et si je fais à propos maintenant, voilà, on voit que j'ai une transition vers chaque élément. Voilà. Et donc, voilà, c'est beaucoup plus agréable. La transition, elle est un peu plus rapide que sur le site original. C'est assez compliqué. Enfin, j'ai pas trouvé de façon simple de contrôler la vitesse à laquelle ça transitionne avec sa propriété de HTML. Donc, moi, ça me va comme ça. Mais voilà, je sais que c'est possible en JavaScript, mais c'est compliqué. Donc, je suis resté avec cette valeur par défaut qui fonctionne bien. Et bien, c'est pas mal. Maintenant, on va pousser un peu la navbar. On va lui attribuer le petit underline, enfin le petit soulignage quand on met la souris dessus. Donc moi j'ai du CSS qui est tout fait. La navbar, je vais mettre ça au niveau global. Voilà. Je vais pas rentrer en détail encore une fois. Ce que je vais attirer votre attention sur un truc, c'est on va utiliser ce qu'on appelle les classes CSS ici, qui est .hover underline animation. Puis over underline animation, 2.after, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après l'animation, après le soulignage, etc. L'important, c'est que cette classe-là, hover underline animation, elle doit pointer vers une classe de ma page. Et donc, je vais vous montrer comment maintenant je vais donner à mes éléments la classe hover underline animation. Je vais la copier. C'est tout simple, il y a une propriété. En fait, je vais prendre... on va cliquer dessus, voilà. Je vais voir si je peux attribuer la classe à 6 éléments d'un coup. Non, il faut les faire un par un. Donc ici, il est proposé que ça va être classe, tout simplement. Et vous venez de mettre la classe qui est référencée dans votre script CSS. Donc, over dans l'animation. Ouais. Hop, et on vient donner à tous les éléments la classe. Je vais vérifier. Oh, c'est pas bien pris en compte. Ok, je pense qu'il faut bien faire entrer. Parfois, il y a besoin de faire entrer quand on met une propriété. Je sais pas trop pourquoi. C'est peut-être lié au fait que mon site tourne en local et qu'il est peut-être pas très réactif. Et du coup, le serveur a pas le temps d'enregistrer ma modif. Bon, je sais pas trop. Toujours est-il que j'ai bien donné à tous mes éléments la classe hover underline animation et mon CSS qui fait la magie derrière. Et vous voyez, j'ai mon petit soulignage qui apparaît sur tous ces éléments parce que ils sont reconnus. Je vais rajouter un peu de padding parce que là, je trouve le soulignage un peu collé. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on met ça dans un... Je vais utiliser un padding paramétrique, tiens. Padding. Est-ce que je peux tout modifier d'un coup? On va voir. Ouais, je sélectionne tout, je mets... Ah non, mauvais padding, c'était 8 pixels, 0 pixels. C'est d'abord le padding vertical, ensuite le padding horizontal, je sais jamais. Vous voyez, là j'ai mis 8 pixels, on voit bien l'espacement qui apparaît dans mes éléments. Et du coup, voilà, le soulignage, il se met en bordure de mon bloc de texte, et là, c'est nickel. Je publie la page, voilà, pour bien prendre en compte les éléments. Ok. Enfin, on va mettre la petite couleur d'arrière-plan qui se met automatiquement. Donc pour ça, j'ai préparé pareil du code CSS à mettre dans ma section générale. Je vais le mettre à la suite. Et j'ai deux propriétés, donc j'utilise navbarcontainer.scrolled avec ici la couleur d'arrière-plan que je veux. Moi, j'ai mis la couleur primaire du site, vous allez la reconnaître. Et donc, je récupère ma classe navbarcontainer que je vais donner à tout le container, cette fois, le contenant parent, pour bien avoir toute la largeur. Et on va assigner classe. Voilà, navbarcontainer.
Donc en plus de mon CSS, il définit l'état de ma navbar quand elle est normale, tout en haut, c'est-à-dire transparente, et puis quand elle passe une fois qu'on l'a scrollé, elle change d'état. Il me manquait un truc, c'est qu'on va mettre du JavaScript au global pour détecter en fait quand on commence à scroller la fenêtre. Donc il y a un petit script JavaScript qui fait, voilà, un petit script en JavaScript qui fait ça. Qui en gros, on met pour ceux qui connaissent, un event listener. Quand on commence à scroller, eh ben, on va chercher l'élément navbar container et puis on lui ajoute la classe scrolled. Ou alors sinon on enlève la classe scrolled. Donc une fois qu'on a scrollé, paf, ça change. Donc ça référence ma navbar container qui est ici, qui est soit normal, soit qui est navbar container avec en plus la classe scrolled. Bref. Et ça, la combinaison des deux, voilà, me fait apparaître mon petit liseré d'arrière-plan pour rendre la navbar plus visible. J'ai un paramètre de couleur et d'opacité dans mon CSS pour contrôler ça. 0,9 d'opacité, c'est pas mal. On pourrait pousser un peu. Peut-être passer à voir si 0,95, ce serait pas mieux. Voilà. Je vais publier, voir ça en plein écran. Ouais, très bien. Et là, du coup, c'est beaucoup plus agréable quand on navigue en plus avec les boutons là. C'est assez cool. Ouais. C'est bien moderne comme il faut. Ok. On va attaquer le gros du morceau, les boutons de filtre. Alors déjà, la fois dernière, j'avais assigné mes sections, voilà, auto, création, région notable. Je leur avais assigné un composant sur Builder qui me permet en fait une sorte de mini template que j'ai utilisé 3 fois. Ce qui va me permettre aujourd'hui de modifier ce composant gallery et ça va appliquer les modifs aux deux autres automatiquement. Donc comme ça, je gagne un peu de temps. Donc, du coup, je vais Gallery Edit Component, voilà, comme ça, j'édite que le composant en question. Premièrement, on va donner à mes éléments de filtre les bonnes classes qui vont être référencées dans mon script, dans mon JavaScript. Donc, au global, tout ça, je vais lui donner la classe Gallery, voilà. Ensuite, je vais référencer mon bouton de filtre, je vais l'appeler Filter Button, plus loin All. Je vais séparer le bouton filter, ce bouton sous les modèles, il fonctionne un peu différemment des autres. Ensuite, je vais prendre le bloc qui contient. Non, je vais prendre le premier bouton. Ou le bloc qui contient tout, j'ai un doute. Je vais essayer avec le premier bouton. Je vais l'appeler Filter Button. Normalement, puisque ça c'est dans un repeater, ça va appliquer la classe à tous les autres. On verra. Si j'ai un souci, on corrigera. Ensuite, je vais donner au contenant de tous les couteaux le container. Alors il s'appelle repeater, mais en fait c'est un container qui contient tout. Je vais l'appeler filter div container. Voilà. Et puis je vais prendre les vignettes individuellement. Alors je sélectionne la première, sachant que les autres sont une copie de la première, donc ça va transmettre la propriété. Je vais l'appeler filter div. Je vais aussi lui mettre la classe show, puisque en fait le fonctionnement du bouton, ça va être les éléments de couteau filter div, ils auront soit une classe ajoutée qui s'appelle show quand ils sont visibles, ou alors ils n'auront pas quand ils seront invisibles. Par défaut, je veux qu'ils soient tous visibles, ou qu'ils commencent tous avec la classe show. Et puis en fonction de sur quel bouton on clique, on vient enlever cette classe show des éléments pour les masquer. Donc ma carte couteau, elle a bien filter div show, mon repeater filter div container sans espace. Ensuite, il y a mon bouton filter button, le bouton tous les modèles filter button all. Et puis la galerie. Ah oui, il me manque quand même, il faut bien que je mette un button container. Je vais me servir aussi de ça. Voilà, je sauvegarde les 4 éléments. Là, je vais mettre un script client sur cette page, puisque cette galerie, elle est que sur cette page, donc pour ranger un peu. Je vais faire un nouveau script, JavaScript, voilà.
Alors, il est assez long, ce script. Donc, du coup, je fais un petit copier-coller. Voilà. Faut bien sauvegarder tout de suite. Je vais le nommer aussi. Je vais mettre filters. Puis je sauvegarde derrière. Alors ce script, il est un peu compliqué. Enfin non, il est pas si compliqué, il est juste un peu long. En fait, comme je le disais, il va assigner la classe show pour les couteaux. Quand on clique sur un bouton, bah, les couteaux qui correspondent à ce bouton. Et puis, il va mettre la classe hiding à la place pour les trucs invisibles. Voilà, donc d'une part, il y a ce JavaScript qui vient faire la logique de faire switcher les classes. Il me manque en complément, il va manquer un peu de CSS, puisqu'il faut bien que je donne. Donc ça, pareil, je vais mettre le CSS. Ici, ça va être le CSS de ma page. Je vais définir que quand j'ai la classe show, c'est display flex. Quand j'ai pas la classe show, c'est display none. Voilà, ça vient cacher l'élément. Il manque un dernier élément. Parce que là, la question, c'est comment... ici, j'ai un bouton qui s'appelle Lillois, d'accord? Maintenant, il faut que je fasse correspondre ce bouton Lillois, qui est le groupe d'articles. Je vous invite à voir la vidéo précédente pour voir comment j'ai structuré le back-office. Mais en gros, mes couteaux, ils sont classés par type de modèle. La Lillois Gentium, c'est des groupes d'articles. Et chaque couteau est un article. Donc, quand je clique sur Lillois, il faut savoir quel est le groupe d'articles de cet élément-là. Et ça, c'est pas évident. Parce que ici, j'ai le nom de l'article, le Lillois, qui n'est pas exactement le groupe d'articles. Là, c'est Alio Evolution. Vous voyez, ça marche pas très bien. Enfin, je pourrais prendre cet élément-là. Mais le nom de l'article va pas forcément référencer le groupe d'articles de la même façon. Donc moi j'ai trouvé une ruse qui fonctionne bien. Il y avait peut-être plus simple. Donc si vous pensez qu'il y avait une méthode plus simple, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi je vais utiliser l'URL de cette carte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier mon datascript qu'on avait fait ensemble la fois dernière. Je vous invite à voir encore une fois la vidéo précédente. On va récupérer la propriété route qui est l'URL de mon article de mon couteau. Je vois ici mes données, les données de ma page, j'ai récupéré la route, c'est couteau. La route, elle est comme ça, c'est couteau / groupe d'articles, ici Lillois, / le code du modèle. Et vous voyez, là, c'est pour les créations. On voit que c'est Lillois, là, on voit que c'est Alio Gentium. Si je vais dans régionaux, j'ai pareil, Alpin, etc. Et donc, je peux utiliser, ce que je vais utiliser, c'est cet élément de l'URL, l'élément du milieu, comme groupe d'articles, puisque ça, c'est paramétrique, c'est programmé dans le back-office, ça va pas bouger. Donc, je sais que ça va fonctionner. Donc, c'est ça que j'utilise. Donc là, j'ai récupéré la donnée avec mon datascript. Il faut encore que j'associe mon URL avec ma carte. Déjà pour que la carte soit cliquable et m'amène quelque part. Et puis, ça me permet de la récupérer. Donc ça, je ne l'ai pas encore fait. Je vais le faire encore une fois. Je vais aller dans Edit Component. Je vais sélectionner toute ma carte de couteau. On va réutiliser... alors non, on va faire un truc un peu différent. Je vais mettre une data key. Rappelez-vous, les data keys, c'est ce qui permet d'aller chercher des données ici, d'aller chercher des propriétés, puis de les injecter pour les utiliser. Voilà. Ça, on l'a vu la fois dernière. J'utilise une data key, mais cette fois de type attribute. Donc en fait, je vais programmer pas un élément de contenu, mais un attribut HTML qui va être l'URL. Non, qui va être l'URL ou route. URL. Non, il faut que je référence route. Ça va être route. Je me trompais. Je crois que l'attribut, c'est voilà. La clé, ça doit référencer ici route. Et l'attribut, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier. En fait, le type d'attribut, c'est href. Je vais juste regarder vite fait. Non, alors, pardon. Voilà, le type de data key, c'est attribute. Et la propriété, c'est href. Et la clé, là, je lui donne l'élément que j'avais. Voilà, alors attendez.
Déjà, je vais basculer les couteaux en link. Ouais, il faut que je bascule les couteaux en link avant. Voilà, ça y est. Sinon, il n'y a pas d'attribut href qui est disponible. Voilà. Ok, j'avais oublié de faire ça. Donc maintenant, c'est bon. Si je sauvegarde, je publie. Voilà, déjà mes couteaux sont passés en link avec comme attribut l'URL que j'ai assigné. Alors ça mène nulle part parce qu'il n'y a pas de page derrière, mais on voit que c'est cliquable. Et puis je vois en bas à gauche que /page, /lillois, machin. Ok. Ok, très bien. Et du coup, ça, je vais pouvoir l'utiliser dans mon JavaScript. Il manque un petit truc. Est-ce qu'il manque pas quelque chose? Accueil index. Attribute, carte couteau, route. Bon, on va voir. Ok, donc si je fais tous les modèles, clac clac, c'est bon. Si je fais le Lillois, j'ai que le Lillois. Gentilhomme, le gentilhomme. Alio, j'ai le couteau Alio. Et Aldébaran, alors là, j'ai pas d'Aldébaran. Et ben nickel, ça fonctionne. Sur les couteaux régionaux. Ah, j'ai oublié de faire un truc. Les couteaux régionaux, c'est les mêmes que les créations, en fait, et tables. J'avais réorganisé mes composants pour bien les synchroniser. Je vais juste refaire, vous allez voir, ça va aller vite. Je vais réinjecter les données. Les dates acquis, en fait, les dates acquis sont pas les bonnes parce que j'ai dû faire une fausse manip. C'est bien type régionaux. Voilà. Et ici, régionaux. Non, c'est table ici, pardon. Table ici, c'est type table. Ici, c'est région. Je suspecte que le souci que j'ai là, c'est que mon composant, je crois que mon composant, il a par défaut, et ça c'est pas une bonne pratique, il a les éléments création indiqués. Du coup, c'est venu écraser ces datas qu'il a en fait. Bref, peu importe. Je peux le corriger, ensuite j'y touche plus et c'est bon. Je republie. Voilà. On va vérifier que ça marche pour régionaux. Là, j'ai alpin. Voilà, j'ai alpin. J'ai quoi d'autre? J'ai un alsacien. Ok, super. Et couteau de table, Aurillac. Mon Aurillac, Ah oui, si j'ai que l'Aurillac, bien sûr. Donc évidemment, ça fonctionne. Ok, j'ai mes fils qui fonctionnent, voilà. Et en fait, qui viennent utiliser donc la propriété, la route, en fait, la propriété href pour, pour fonctionner. Ça, j'ai un peu galéré à trouver cette astuce. Enfin, surtout à trouver ça, en fait. Ce qui a été galère, c'est ici de savoir que, comme data key, par défaut, vous mettez c'est du contenu, mais que vous pouvez aussi mettre un truc de type attribute. Et que quand c'est un lien, on peut venir mettre une URL dynamique. Et ça, c'est pas très documenté. Donc voilà, ça, sachez que c'est pas facile à trouver. Mais c'est cadeau pour vous. Ok, j'ai mes fils qui fonctionnent. Est-ce qu'on peut faire un dernier petit truc? Allons-y, pourquoi pas. Ouais, on va faire un dernier truc. Les petites étiquettes là, on va les faire glisser quand on met la souris dessus comme ça. On profite bien des photos. Et puis ça fait une petite animation sympa. Là, c'est très simple, card label. Donc on va mettre une classe. Hop. Tac, je sélectionne le container. Alors, je vais le faire au niveau du composant. Je sélectionne l'étiquette. On lui donne une classe qu'on va référencer après. Je vais appeler ça overlay. Avec un V overlay. Voilà. Je sauvegarde. On vient mettre ensuite un peu de CSS dans mon script client CSS. Je vais le mettre à la suite dans le même fichier parce qu'il n'y en a pas trop. Voilà. Donc, overlay, par défaut, je fais une probabilité, je le translate verticalement. Donc, en fait, je l'abaisse à 100% de toute sa taille. Donc, du coup, il disparaît. Et puis, quand on met la souris dessus, c'est 2 points hover, on le remet à 0. Donc, il reprend sa position initiale. Et ça fait l'effet que on va voir dans un instant.
Voilà, en fait, il est caché là à 100% en dessous. Hop, et il se montre. Voilà. Et ça, c'est assez cool. Je publie. Et voilà. Dans les grandes lignes. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que vous souhaitez en savoir plus sur certains éléments. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et bien cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, puisque je vais évidemment continuer à publier du contenu pour terminer cette série et bientôt passer à la présentation de tous les outils de l'écosystème Frappé ERP Next. À bientôt.